Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui virtuellement avec vous depuis Mons. Je travaille donc à l'Université catholique de Louvain et depuis 2019, je coordonne donc cette chaire qui est surtout interdisciplinaire en plus d'être interuniversitaire et inter-haute école. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de porter un regard critique sur le système de santé et j'ai choisi de le faire au travers de la résilience. Alors, la résilience, c'est quoi? Il y a pas mal d'incertitudes et de confusion qui existent de ce concept. Et je vais donc le présenter dans la slide suivante. Mais d'abord, pourquoi parler de cette résilience? Bien, je laisse la parole ici à quelqu'un que certains d'entre vous connaissent. C'est Hans Kluge, qui est médecin généraliste et qui est le directeur de l'OMS Europe. Et donc, pour lui, son objectif est de positionner la santé, comme vous le voyez, au top de l'agenda, au sein des objectifs de développement durable et du renforcement de la résilience des systèmes de soins de santé et du social au sein des 53 États membres de la région européenne de l'OMS. Et comme vous le savez, 90% des interactions de santé peuvent être réalisées par la première ligne, ce qui fait que la qualité et la résilience d'un système de santé est fortement dépendante de la qualité de sa première ligne. Donc, j'ai pris pour départ un très bon papier qui a été écrit pendant la crise, notamment par l'OMS Europe, par rapport à la résilience, où il dit c'est vraiment la capacité à préparer, gérer, absorber, s'adapter et transformer et tirer les leçons du choc. Et donc, il présente dans ce papier 4 stades de ce choc auxquels le système de santé peut répondre à différents niveaux. Le stade 1, c'est la préparation. Et donc, c'est tout ce qui se passe notamment dans le cas de la crise du Covid, de la Covid, au niveau de ce qui existe déjà au niveau du système de santé. Après, on a le début du choc et alerte, l'impact du choc et la gestion, et récupération et enseignement. Donc, ce que je vous propose tout au long de cet exposé, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau de la première ligne dans ces différentes étapes. Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre, notamment par rapport à la résilience de ce système et puis comment le renforcer au travers de l'empowerment. Alors, le stade 1, c'est la préparation. Donc, c'est tout ce qui s'est passé avant la crise de la Covid. Et donc, j'ai pris comme point de départ deux documents. Le premier, c'est celui du Health System Performance Assessment. Donc, c'est l'évaluation de la performance de notre système en me focalisant vraiment sur la première ligne et dont les données peuvent être consultées sur le site que vous voyez là. Puis deuxièmement, un rapport que vous connaissez très bien, celui de la comparaison de la qualité et des coûts selon le financement à l'acte et le financement au forfait. Donc premièrement, le niveau de préparation et donc la qualité de notre première ligne, qui est quoi? C'est à la fois la capacité de dispenser des soins qui augmente, et ça c'est très important, la probabilité d'obtenir des résultats de santé souhaités et qui sont conformes aux connaissances scientifiques du moment. Donc, ça implique beaucoup de choses, ces termes-là. C'est vraiment l'idée que derrière ça, il y a une négociation entre celui qui est usager du système de santé et le prestataire par rapport à ce que c'est des résultats de santé souhaités. Et ça a été très important, notamment au travers de la crise de la COVID que nous connaissons. Alors, dans ce rapport, il parle de 5 dimensions de la qualité. Il y a la dimension de l'efficacité des soins, et donc il propose chaque fois des indicateurs pour permettre de comparer notre système de santé par rapport à l'efficacité de soins, par rapport à d'autres pays. Donc, par exemple, l'efficacité des soins de santé a été, pour ce qui est de la première ligne, évaluée par rapport
au nombre d'hospitalisations évitables pour deux pathologies, c'est l'asthme et le diabète. Deuxièmement, par rapport à l'adéquation des soins. Et ça a été évalué au travers des indicateurs touchant aux soins aigus et chroniques, par exemple en matière de suivi des soins aux patients diabétiques, en matière d'adéquation de prescription d'antibiotiques ou d'antidépresseurs. Et puis, il y a aussi des dimensions telles que la couverture vaccinale. Alors, la sécurité des soins, il y a un indicateur qui avait été retenu, c'est la polymédication chez les patients âgés, donc au moins 5 médicaments prescrits simultanément. Au niveau de la continuité des soins, c'est à la fois la continuité informationnelle, donc c'est le fait de pouvoir disposer de l'information au sujet de l'état de santé, au sujet de la réaction à des traitements, parmi les différents prestataires qui s'occupent d'une personne. Il y a aussi la continuité relationnelle, donc c'est le fait d'avoir régulièrement les mêmes prestataires de soins et pas avoir défilé plein de médecins généralistes différents, plein d'infirmiers différents, etc. Il y a aussi la Bien noté. continuité entre la première ligne et la deuxième ligne. Et enfin, un élément concernant la coordination des soins. Donc, sur une période prolongée, comment est-ce que les prestataires se parlent? Typiquement, par exemple, dans une logique de trajet de soins pour le diabète, on sait très bien que la continuité des soins est souvent très, très bonne pour les personnes qui reçoivent de l'insuline. C'est un petit peu moins bon pour ceux qui ont d'autres traitements. Donc voilà, ce sont différentes dimensions qui sont évaluées. Et le dernier point, ce sont les soins centrés sur la personne. Et ce qui a été pris en compte là sont des résultats d'une enquête qui a été menée par Sciences Anno concernant la perception de la santé et des soins reçus, concernant donc la satisfaction des personnes par rapport à ça, notamment par rapport au temps passé par le médecin lors d'une consultation, comment les explications ont été comprises, etc. Et donc, ceci a été comparé et voilà les résultats. Donc, ce qu'on voit, on va commencer par le positif, c'est que pour ce qui est de la satisfaction des usagers par rapport aux soins centrés sur la personne, en Belgique, on se situe vraiment pas mal du tout. En revanche, pour les autres dimensions, c'est plus mitigé. Feu orange pour l'efficacité des soins, sécurité des soins et continuité des soins. Et par rapport à l'adéquation des soins, là, on est franchement dans le rouge. Donc, l'adéquation des soins, c'était donc les indicateurs portant sur les soins aigus et chroniques, par exemple en matière de suivi des patients diabétiques, de prescription adéquate, etc. Donc ça, c'est un constat. Mais en même temps, on voit aussi le constat, et ça c'est le rapport de 2017 qui le montre, que la situation est nettement meilleure dans les maisons médicales. Pour les trois indicateurs, adéquation des soins, sécurité des soins et continuité des soins. Et en plus de ça, j'étais très contente d'avoir l'introduction de M. Pirard, on voit aussi que dans les maisons médicales, il y a une meilleure accessibilité pour les personnes en situation précaire, donc de vulnérabilité socio-économique. Et donc, on voit notamment que non seulement la particularité des maisons médicales, c'est qu'ils offrent de meilleurs soins, mais ils ont aussi une population avec un profil socio-économique plus fragile. On voit ça au travers du fait qu'il y a plus de bénéficiaires de l'intervention majorée parmi ceux qui bénéficient d'un forfait de médecine générale et de soins infirmiers, et plus 47%, donc c'est encore mieux pour ceux qui bénéficient du forfait kiné. On voit aussi que la population est plus jeune dans les maisons médicales et qu'il y a d'importantes différences régionales. Donc, le petit graphique ici à côté, ce sont des données de 2016. Donc, je pense que les informations qui avaient été données par M. Pirard sont plus exactes quand il parlait notamment de la proportion des personnes inscrites en maison médicale à Bruxelles, qui est de 9,7%. Donc, ce sont des chiffres, bien sûr, qui fluctuent et mes données datent de 2016, donc c'est il y a 4 ans. Alors, ça, c'était pour le niveau de préparation.
Maintenant, on va passer au stade 2, début du choc et alerte, l'impact du choc et la gestion, et puis récupération et enseignement. Au travers des recherches que j'ai pu mener, notamment avec des collègues au sein de Beehive, vous le constatez aussi, il n'y a pas forcément besoin de recherche pour ça. On est vraiment entre ces deux-là pour l'instant, en ce qui concerne la crise de la COVID. On est encore en train d'essayer d'absorber l'impact du choc et de le gérer au mieux qu'on peut, tout en récupérant dans certains domaines et surtout on en tire des enseignements. C'est un petit peu le jeu de la journée d'aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir analyser ce qui se passe et porter un regard critique au niveau de la résilience du système, je vous propose de porter les lunettes de Paul Farmer avec les 5 S. Et les 5 S, c'est quoi? C'est l'espace, c'est-à-dire la logique territoriale, de le staff, donc les professionnels, puis stuff, c'est-à-dire le matériel, les équipes équipées de médicaments et de matériel. Et puis il y a aussi les systèmes, donc ce qu'on peut traduire par gouvernance, financement et information, et la surveillance. On est quand même en période d'épidémie, donc ce 5e point est important. Les 4 premiers points sont, pour ceux qui connaissent, les mêmes points qui sont décrits par Barbara Starfield concernant le renforcement de la première ligne. Alors, je vais les traiter un par un. Pour ce qui est de la logique territoriale et la manière dont les soins s'organisent au niveau d'un quartier ou d'un territoire plus grand, on sait bien en Belgique francophone qu'à l'heure actuelle, c'est un grand point faible. Il y a différentes manières de partager, de découper le territoire avec des missions très différentes, avec des gouvernances différentes, ce qui fait que, à la fois pour le prestataire, mais surtout pour l'usager, voire son aidant, c'est une véritable cacophonie. Et donc, on voit par exemple ici sur la slide un découpage en fonction des services intégrés de soins à domicile, un découpage en fonction de réseaux tels les réseaux multidisciplinaires locaux. On peut aussi rajouter la structuration selon les réseaux de santé mentale, la structuration en fonction des projets pilotes soins intégrés pour les maladies chroniques, qui est encore une autre structuration, et bien sûr, sans oublier la structuration en fonction des cercles de médecine générale, de dentistes, voire de pharmaciens. Donc voilà, j'ai mis des couleurs rouge à orange pour ce qui est de la structuration dans une logique territoriale. Deuxième point, c'est tout ce qui a trait aux compétences des professionnels, au nombre du professionnel et aussi ce qu'on appelle le skill mix. Donc, c'est-à-dire la composition des équipes en fonction des besoins de la population. En matière de compétences, le constat est c'est généralement OK. Sauf pour ce qui est des structures d'hébergement. Donc, on a pu voir au travers d'une étude que nous avons menée pour l'AVIC et dont le rapport a été remis il y a 15 jours, c'est qu'il manquait des compétences dans les structures d'hébergement pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, au niveau de tout ce qui est gestion de risques en matière de prévention et contrôle des infections, aussi en matière de leadership, notamment pour pouvoir communiquer adéquatement avec les autres lignes de soins. En matière de communication, pensons par exemple à tout ce qui est communication avec les familles alors que les résidents étaient confinés, et en matière de bien-être et de santé mentale. Si c'est une grande leçon qu'on a pu apprendre au travers de cette crise actuelle, c'est qu'il était important de focaliser l'attention des soignants par rapport à la santé mentale, non seulement des personnes soignées, mais aussi des professionnels. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les collaborations entre professionnels et entre institutions sont en mutation. Là où il y avait déjà des très bonnes collaborations, bien, au travers de la crise, on a pu voir que c'était quelque chose de très précieux et que ça fonctionnait bien. Et souvent, ces collaborations ont été renforcées. En revanche, à d'autres endroits, on a vu aussi qu'il y avait eu des replis sur soi au sein des professions, avec parfois des effets assez négatifs que j'aurai l'occasion d'illustrer
puisque ces différentes dimensions, et ça c'est quelque chose d'important, sont vraiment interreliées. Alors, ceci, ça va sans dire, pour pouvoir donner des soins adéquats, il est important d'être équipé de médicaments et de matériel. On a vu que pour ce qui était de la gestion des stocks de médicaments et de matériel, c'était pas trop mal. Par contre, c'était assez catastrophique, surtout lors des mois de mars et avril, pour ce qui était de la gestion des stocks d'équipements de protection individuelle, en matière de distribution. Je pense notamment au fait qu'on m'a rapporté que dans plusieurs maisons médicales, les infirmières qui travaillaient là n'étaient pas reprises sur les listes de distribution des masques fédéraux. Et alors en matière de communication, ça a été assez catastrophique aussi en ce qui concerne ces points-là. Alors, un point concernant la gouvernance. Évidemment, c'est fort à mettre en lien avec cette logique territoriale, puisque quand on parle de gouvernance, c'est gouvernance de quoi? Gouvernance, bien sûr, au niveau de la maison médicale, mais aussi au niveau d'un territoire. Et comme ce territoire, à l'heure actuelle, est peu structuré, à quelques exceptions près, cette gouvernance est bien sûr très difficile, ne fût-ce que parce que la complexité institutionnelle belge que vous connaissez bien, où il y a des niveaux de compétences régionales, Bruxelles et Wallonne, versus des compétences fédérales, avec des niveaux intermédiaires tels que les provinces qui viennent vraiment compliquer les choses. Ce qui fait que la communication était souvent incohérente. Et un exemple qui m'a personnellement beaucoup frappé, c'est celui de la définition des soins urgents et essentiels. Le fédéral a demandé aux associations professionnelles de définir pour leur profession, pour leur discipline, ce que c'était des soins urgents et essentiels. Et ils l'ont demandé dans un délai extrêmement court. Ça avait été demandé un vendredi soir et la réponse devait être donnée pour le dimanche soir pour certains. Donc, il n'y avait pas la possibilité de concerter avec leurs membres ce que c'était pour la profession des soins urgents et essentiels. Et encore moins de pouvoir définir ça en interdisciplinarité. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient besoin de soins de longue durée qui n'ont plus eu ces soins, que ce soit à la fois dans des maisons de repos, mais aussi pour tout ce qui était soins palliatifs, par exemple. Ce qui fait que les personnes se sont vraiment senties abandonnées. Alors qu'une meilleure définition de ce que c'était ces soins urgents et essentiels aurait permis de négocier et aborder nettement mieux ces besoins. Deuxième point en matière de système, donc c'est le financement flexible. Et on a vu ici qu'un exemple très positif a été le remboursement assez rapide de la consultation à distance pour les médecins, infirmiers et sages-femmes. Et donc, bien sûr, le système n'est pas parfait, mais ça a été très apprécié à la fois par le public et par les prestataires, et les rapports de l'INAMI en attestent. Alors, ce qui était plus problématique et ce qu'il reste encore, c'est le financement des professionnels indépendants qui sont mis à quarantaine, qui, à l'heure actuelle, posent encore problème. Donc, ce sont quand même des points d'attention. Pour ce qui est des systèmes d'information, on voit qu'au niveau de territoire, peu de dossiers sont connectés, que ce soit à la fois disponibles entre professionnels, à l'exception, bien sûr, des maisons médicales, où il y a déjà, de par leur structure, l'existence d'accords qui permettent que, dans le respect du secret professionnel partagé et de la vie privée, les données importantes sont partagées entre professionnels qui ont besoin de l'information. Mais c'est encore peu le cas pour ce qui concerne des patients qui ne font pas partie de ces systèmes et en ce qui concerne l'accès aux données par les patients. Alors, deuxième point, c'est que, vous savez, les données qu'on collecte dans des dossiers sont bien sûr utiles pour organiser les soins, mais peuvent aussi servir, si jamais les données sont anonymisées, à pouvoir estimer les besoins d'une population. Et donc, comme il y a à l'heure actuelle pas de structuration territoriale, eh bien, les professionnels sont peu motivés à partager cette information à des visées, je dirais, de gestion de la santé publique.
Et un dernier point que je voulais aussi soulever, c'est l'existence de nouvelles initiatives comme SafeLink pour le suivi des patients suspects ou atteints de Covid qui peuvent donc partager des données avec leurs médecins, avec leurs infirmiers via une application. Enfin, le prochain point, c'est la surveillance. Donc ça, c'est vraiment propre à l'épidémie, alors que les autres systèmes, bien sûr, existent en dehors. Mais bien sûr, c'est important de pouvoir suivre l'épidémie, et donc ça, c'est possible à l'heure actuelle. Il y a maintenant aussi CoronaAlert qui permet un traçage manuel, donc encore quelque chose de très précieux en termes de santé publique. En revanche, en dehors de ces systèmes-là, il n'y a pas de système de surveillance sanitaire pour les soins de routine, hormis la base de données qu'on appelle l'IMA, donc c'est les données de l'agence intermutualiste qui permettent de collecter des données et donc d'évaluer le système de santé au travers des soins remboursés, et au travers des médicaments remboursés. Donc, renforcer la résilience pour améliorer la qualité, c'est bien sûr super important. Et donc, comment renforcer cette résilience au travers de ces différentes dimensions qui ont été définies ici? C'est vraiment très, très important. Et donc, l'idée, c'est d'aller identifier au sein de chacune de ces dimensions, qu'est-ce que chacun peut faire, chaque personne, chaque professionnel, chaque maison médicale, mais en dehors du système des maisons médicales, le système de santé, pour renforcer la logique territoriale, pour faire en sorte que les professionnels soient disponibles, compétents et en nombre suffisant, mais en réponse aux besoins d'une population, équipée de médicaments et de matériel, avec une gouvernance et un financement et un système d'information adéquat, et avec un système de surveillance qui permette de prendre des décisions de manière concertée, de manière adaptée. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de répondre à un bref sondage et de répondre à la question. Et donc ici, je me tourne vers Jean-Philippe. Je vais arrêter le partage d'écran un moment. Nous avions convenu de pouvoir Oui, lancer donc un petit sondage. je lance, intéressé. Parfait. Et donc, la première question auquel vous pouvez répondre en cliquant, c'est qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important aussi? Donc, le domaine où la résilience dans ma maison médicale, quel est le domaine où la résilience est plus forte? Est-ce que c'est dans l'organisation du territoire? Donc, est-ce qu'il y a déjà une réflexion dans ma maison médicale autour de l'organisation de ce territoire dans lequel la maison médicale est active? Deux, par rapport aux compétences et au nombre des professionnels. Ce sont donc les 2 points qui suivent. Puis, en matière de matériel qui est suffisant, en matière de gouvernance et en matière de système d'information. Qu'est-ce qui est pour vous quelque chose vraiment d'important? Le domaine où la résilience est forte. Vous pouvez en cliquer plusieurs. Donc après, on pourra voir afficher les résultats de ce sondage sur vos écrans. Voilà, donc on demande à chacune d'entre vous de choisir vos réponses pour les 2 questions. Et la seconde question, effectivement, c'est là où la résilience devrait être améliorée. Vous êtes 7 à avoir répondu sur 62. Allez, un petit effort. 10, 11, 14, 16, 19, on dirait le Téléthon. 22. Allez, monsieur Dan, à votre bunker. 23, 24, 25, 27. Ouh, 28, ça chauffe. 32. Voilà, on a passé la moitié. 35. Amen. Évidemment, vous êtes peut-être influencé par les réponses de vos petits camarades. 39.
Je ne sais pas à partir de quel moment tu souhaites partager les On attend résultats. encore 7 secondes. Attention, c'est votre dernière chance. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un demi. Un quart. 0. 45 votants sur 61. Merci beaucoup. Je mets fin au sondage. Thérèse, je partage les résultats directement. Oui, je pense que c'est une bonne idée avant de continuer. Voilà, est-ce que tout le monde le voit? Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant que par rapport justement au sujet de la journée, vous trouviez que les professionnels sont compétents. Et ça, j'en suis convaincue aussi, hein, de ma perspective de chercheuse, n'ayant plus un pied dans le terrain, mais de ce que je vois, c'est vraiment extrêmement encourageant. Et le fait que les rapports le confirment, évidemment, est très important. Suivi de peu que voilà, on a suffisamment de matériel, la gouvernance est adéquate, un peu moins tout ce qui est organisation territoriale et le fait de disposer d'informations nécessaires. En revanche, là où ça pourrait être amélioré, c'est l'organisation dans le territoire. Sans surprise, c'est un petit peu en miroir de ce qui était répondu à la première question. Et donc, ce qui est moins problématique, mais on voit vraiment des réponses en miroir. Vous avez des réponses cohérentes, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous trouvez donc que vous devriez pouvoir disposer un peu plus d'informations pour le suivi de l'épidémie et la gouvernance de la maison médicale est adéquate. Ce n'est pas trop un problème pour la majorité d'entre vous. Donc voilà, c'est un bref sondage, ça vaut que ça vaut, mais je pense que c'est quand même intéressant avant de conclure cet exposé. Puisque ce que j'ai voulu mettre en évidence dans la dernière partie de l'exposé, c'est des résultats que nous avons menés notamment auprès des structures d'hébergement pour des personnes âgées et celles en situation de handicap, qui font aussi partie de la première ligne et qui ont quand même été mis à mal au travers de cette crise. Donc, cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Donc, ce qui est important, c'est que les professionnels soient présents en nombre suffisant. Donc, j'ai été très heureuse de voir que pour vous, c'est pour la majorité d'entre vous, pas un problème. Et un skill mix, donc une composition de l'équipe qui est adaptée aux besoins de la population. Et donc, je pense aussi que dans la culture des maisons médicales, le fait de penser la composition de la maison médicale en fonction des besoins de la population est quelque chose qui est déjà très présent, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des autres prestataires. Alors, je l'ai déjà dit, un professionnel formé au soutien psychologique et psychosocial fait partie de l'équipe. Alors, fait partie de l'équipe, pas forcément sous le même toit, mais en tout cas fait partie du réseau et il y a des accords clairs qui sont là pour permettre son engagement lorsque c'est nécessaire, à la fois pour les usagers et les aidants proches, mais aussi à intervalles réguliers pour l'équipe. Dans le cadre de l'épidémie, ce qui avait aussi été mis en évidence, former à l'identification des symptômes de la COVID pour les personnes, qui surtout pour les personnes âgées sont parfois très atypiques, former à la gestion de risques, en particulier au principe du contrôle et prévention des infections. Ça, c'était surtout vrai dans les structures d'hébergement. Et puis, ça, c'est vraiment vrai, je pense, et notre équipe de chercheurs le pensait également, que la formation en matière de leadership partagé et participatif au sein de la structure est vraiment clé, avec des compétences en termes de communication. Communication à tous les niveaux, hein, communication entre professionnels, avec les usagers, avec les politiques, avec des gestionnaires, avec des contacts des autres lignes, c'est assez fondamental pour justement soutenir cette capacité de mobiliser les choses, de prendre le contrôle des situations qui vont moins bien. Et donc, en résumé, à la fois au niveau de la maison médicale, mais aussi au niveau du réseau qui est peu structuré à l'heure actuelle, local, vraiment ancré, que ce soit dans un quartier, dans une commune,
est vraiment important. Et pour finir, dans notre rapport, nous avions aussi mis en évidence que ce qui pouvait vraiment aider, c'est d'instaurer une culture d'apprentissage plutôt qu'une culture d'essayer de trouver les coupables. On a vu ça notamment malheureusement au niveau fédéral avec les commissions parlementaires. C'est encore trop dans une logique de chasse aux sorcières, alors que ce que j'ai pu voir au niveau de la commission parlementaire wallonne, c'était vraiment, et ça j'ai été très heureuse de l'apprendre, dans une logique d'apprentissage. Bien sûr, tout ne va pas bien, mais si on se met dans une logique systémique où les acteurs essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais ont parfois des conflits d'intérêts, des conflits et des tensions en matière de loyauté, c'est vraiment important de s'inscrire dans cette culture d'apprentissage. Et donc, voici ma dernière slide. Ce que je vous invite à vous poser comme question, pas forcément maintenant, mais dans les jours, semaines qui viennent, c'est le pouvoir d'agir au sein de ces maisons médicales. À quoi ressemble l'empowerment dans mon contexte, de ma maison médicale ou dans le quartier et la commune où j'exerce? Et quels exemples de pratiques, de bonnes pratiques, est-ce que j'aurais envie de partager ici ou plus tard, afin de donner des exemples d'empowerment qui m'ont vraiment parlé? Ou au contraire, qu'est-ce que je pourrais faire de différent par rapport à des expériences qui étaient moins positives, mais pour soutenir l'empowerment? Et enfin, dans quelle mesure les personnes soignées et ainsi chacun des professionnels avec lesquels je travaille, est-ce qu'ils sont soutenus dans leurs compétences et capacités dans mon contexte? Soutenus par des moyens financiers, soutenus par des formations, par une valorisation, par une culture de l'apprentissage. Et donc, c'est ce type de questions que je vous invite à vous poser. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je vous propose maintenant de passer aux questions. Donc, à la fois au travers des questions qui auraient été posées via le chat, et je me tourne vers Jean-Philippe, aussi en direct, en activant votre micro. C'est ça. Donc d'abord, merci Thérèse. Et donc effectivement, on nous reste allez, 10 bonnes minutes pour les questions-réponses sur ce que tu viens de nous raconter. Alors, il s'est passé des choses dans le chat hein, pendant que tu nous parlais. Pierre, par exemple, qui nous dit que la gouvernance psychosociale, c'est obligatoire pour l'agrément de la région Wallonne, il nous rappelle ça. Julie, qui nous demande si est-ce qu'on a abordé le fait que nous travaillons sans hiérarchie, que tu parlais de gouvernance. Et elle précise que ça a fortement aidé au renfort de l'accueil par les kinés, par exemple, au moment du confinement. Pierre qui abonde, évidemment. Pierre qui rappelle que, ok, sans hiérarchie, mais ça a fort... pardon, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il me dit Pierre? Ah ouais, mais vous parlez tous en même temps, ça ne peut pas. Voilà. C'est ça, donc le fonctionnement sans hiérarchie. Par contre, ça affaiblit la gouvernance. Alors peut-être qu'il s'explique. Et là, il parle de l'arrogance du fédéral qui a créé la chasse aux sorcières. Voilà. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? D'abord, peut-être sur ceux qui sont derrière leur écran, puis je me tournerai après vers la salle. La petite main bleue. Et donc, participant, hop, il y a un onglet qui se met sur la droite et il y a un petit bouton petite main bleue si vous voulez demander la parole. Ok, le chat, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qui disait, c'est Mario, je suppose. Le personnel en suffisance pour ceux qui sont au colloque ou ceux qui sont absents? C'est une boutade. Ok, dans la salle. Question, remarque. Dis Thérèse, tu nous as scotché. Mais peut-être une réaction par rapport à la question De la gouvernance. Voilà, exactement. En quoi une gouvernance partagée affaiblit la gouvernance? Ça, j'aimerais bien entendre un peu la personne, si elle veut bien Alors élaborer un c'était petit peu. Pierre. Pierre, tu veux bien nous expliquer?
Mais on t'écoute. Oui, oui, non, mais je vais essayer d'être bref parce que c'est une. Donc, je n'ai pas Tu dit peux que te ça laisser, alors. devait. Je n'ai pas dit que ça devait affaiblir la gouvernance. Ça peut affaiblir la gouvernance. Je pense que la prise de décision, qui doit être évidemment générale dans nos structures, parfois remet trop en AG des décisions qui pourraient être prises en CA ou en CA des décisions qui pourraient être prises par un gestionnaire unique ou à deux têtes. Donc, ce fait de ne pas suffisamment hiérarchiser les niveaux entre ce qui est de la gestion quotidienne, de la gestion tactique et de la gestion stratégique, hein, donc trois niveaux. Je pense que dans la plupart des maisons médicales, on remet trop de questions et de sujets au niveau stratégique, c'est-à-dire en AG, et que ce n'est pas une bonne gouvernance, ce n'est pas efficace, c'est trop lent, et c'est souvent mi-chèvre, mi-chou, donc ça n'est pas une vraie décision, c'est une espèce de grille très inodore, incolore, insipide. Donc je pense que ça, il faut améliorer, à mon avis, la division des décisions en quotidienne, gestion quotidienne, tactique et stratégique. C'est ça, ce qui ne me remet pas forcément en cause la gestion non hiérarchique. Ce que tu dis bien, par contre, effectivement, en réaction à Julie, qui effectivement disait que ça, ça a permis de l'entraide au moment du confinement. Je suis d'accord. Donc, c'est plus un point d'attention sur ce qui est décidé, à quel endroit. C'est ça. Okay. D'autres remarques, questions? Oui, on a une question dans la salle. On a perdu Sophie. Je vais me diriger pour te donner le micro. J'aurais voulu dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre intervention. Et quand je vois vous souligner que les études montrent que qu'en maison médicale, la continuité, la sécurité, l'adéquation, l'efficacité sont meilleures, comment se fait-il que nos politiques ne réagissent pas plus et ne sont pas plus soutenants par rapport au modèle des maisons médicales? Merci pour cette question qui est incroyablement intéressante parce qu'elle me touche beaucoup en fait. C'est toute la question de comment parle-t-on aux politiques et je suis certainement pas la personne la mieux placée pour ça. Je pense que ceux qui ont effectivement un mandat de permanent politique connaissent très bien la question, mais c'est l'idée que malheureusement souvent les chercheurs ne parlent pas la même langue que les politiques. Et de manière très claire, quand on vient avec des résultats d'une étude, on est souvent très prudent dans la manière de présenter les choses, sachant qu'on peut rarement, surtout pour des interventions de santé complexes, dire avec 100% de certitude, si vous allez en maison médicale, vous allez être mieux soigné, ça va coûter moins cher. Ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité que ça va mieux se passer, elle est excellente. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec le modèle maison médicale vont sauter sur ce petit espace d'incertitude et pour des raisons malheureusement plus dogmatiques que factuelles, refuser de suivre des recommandations. Et donc, effectivement, on pourrait espérer que les politiques suivent les recommandations des études. Et cette étude au sujet des maisons médicales n'est certainement pas la seule. J'ai participé dernièrement à 2 études fédérales, à la fois pour les personnes âgées fragiles en ce qui concerne le maintien à domicile et donc des alternatives qui sont proposées. On a pu prouver avec des études des résultats très robustes pour une population de personnes âgées de 9000 personnes, donc ce n'est pas rien, que mettre en place ces alternatives de soins pouvait économiser jusqu'à 400 € par mois par personne âgée, tout en ayant une meilleure qualité de soins, eh bien, ça a été refusé. D'autres études concernant les soins intégrés vont dans le même sens. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué. Alors maintenant, avec un nouveau ministre de la Santé qui semble quand même beaucoup plus proche des modèles voilà, de soins de santé intégrés tels que le proposent les maisons médicales,
je pense qu'on va rentrer, et je l'espère vivement, dans une ère beaucoup plus favorable pour le modèle que vous proposez. Merci Thérèse. Il y a Marilou qui voudrait poser une question, faire une remarque. Marilou? Oui, je voudrais expliquer ma remarque. En fait, Merci. bien sûr, nous sommes souvent assez de personnel. Je parle en tant qu'infirmière dans les maisons médicales, mais il y a quand même beaucoup d'autres endroits, je ne sais pas beaucoup, mais certaines maisons médicales où vous n'êtes pas en nombre. Et ces infirmières qui doivent assumer tous les jours et les week-ends souffrent. Et donc, je veux bien qu'on s'attaque à ce problème aussi un jour. Merci. On parlait de ceux qui ne Merci sont pas beaucoup. présents au colloque et donc sans doute surchargés de travail pour être là aujourd'hui. En effet, donc mais il y a différentes réponses, je pense, à votre question, qui est évidemment tout à fait pertinente, hein. Je pense que d'une part, il y a le modèle de financement qui peut être mis en cause. Et Hans Kluge le disait encore lors d'une interview récemment, les infirmières en Belgique sont sous-financées. Enfin, le remboursement de soins infirmiers en Belgique est tout à fait insuffisant. Et donc, il dit qu'il faut évoluer, c'est absolument essentiel. On sait quelle place elles peuvent jouer au niveau des soins qu'elles dispensent déjà à l'heure actuelle, mais éventuellement aussi dans une logique de délégation des tâches, des soins qu'elles pourraient amener à faire dans l'avenir. Et je ne parle pas uniquement des soins techniques, bien entendu. Et donc, le fait qu'il y ait un sous-financement et qu'on sait, et les études le prouvent, que des modèles même d'infirmières en pratique groupée indépendantes, mais ne sont pas viables financièrement, est évidemment extrêmement problématique. J'ai un mari qui est juge, il voit régulièrement des faillites des associations d'infirmières, et donc c'est extrêmement préoccupant pour le système de santé et bien sûr pour les infirmières elles-mêmes. Alors, il y avait un groupe de travail qui avait été lancé il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, au niveau du fédéral pour repenser le système de financement des soins infirmiers, et il a été avorté sous le gouvernement de Bloc. Merci Thérèse. Il y a Pierre sur le chat qui nous dit « Il est plus malin ». Je suppose que tu veux parler du nouveau ministre. Il y a Chloé qui demande si on connaît déjà la position du nouveau ministre concernant les maisons médicales. Je ne sais pas qui peut répondre. Peut-être Pierre. Thérèse, tu n'as pas d'éléments là-dessus ou tu ne te prononceras peut-être pas. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais bon, je me réjouis que son chef de cabinet pressenti soit M. de Rieder, qui sont évidemment extrêmement... Évidemment, oui, ça on peut tous se réjouir avec toi. Pierre? Donc, nous n'avons pas encore vu Van den Broek. Évidemment, on va prendre rendez-vous aussi bien pour le GBO que pour la Fédé. Donc, on verra ce qui va se passer. Je pense qu'on va pouvoir négocier toute une série de choses. C'est pour ça que, actuellement, concernant l'arrêté royal, on ne va pas demander de modification. On fera tout ça plus tard. On va laisser l'arrêté royal passer plutôt que de le rebloquer et de l'amender. Et on refera une deuxième négociation, mais qu'il faudra commencer le plus tôt possible pour la terminer avant la fin du gouvernement. Mais c'était bien lui que tu désignais comme plus malin? C'est Van den Broek qui est un type très intelligent, et de Rieder aussi. Donc je pense que si c'est un couple tel que celui-là, ça va fonctionner. En tout cas, mieux que ça ne l'a été. On demande, Thérèse, si on pourra avoir accès à ta récente recherche. Ce sera possible, Thérèse? Merci d'avance. Et là, Hélène qui dit qu'elle pourra peut-être nous éclairer. Hélène, tu vas là? Oui, vous m'entendez? On t'entend Oui, bien. on ne te voit pas. Non, j'ai pas de caméra. Eh ben, ce sera bien comme ça. Du coup, moi j'étais permanente politique à la Fédé et maintenant je travaille au Parlement fédéral comme conseillère santé pour Écolo Groen. Mais en fait, vous l'avez déjà dit, hein, mais si Rieder accède au cabinet Van den Broek, Rieder c'est un des fondateurs des maisons médicales côté flamand. Je pense qu'on aura vachement plus d'oreilles. Mais la question de pourquoi le politique ne veut pas entendre, je pense que c'est très, très, très idéologique et surtout du côté flamand, parce qu'ils connaissent très mal. En fait, il y a beaucoup moins de maisons médicales côté flamand.
Et du coup, le modèle est très mal connu et très, très associé à la gauche, enfin à l'extrême gauche, on va dire, comme il l'appelle. PTB. Au PTB, hein, qui, en effet, en fait, les seuls qui parlent beaucoup des maisons médicales au sein du Parlement, de la Commission santé, c'est le PTB. Et je crois que ça hérisse le poil de tous les partis de droite flamands, surtout. Quand il y a eu des négociations pour le fonds blouse blanche et ce genre de trucs, ils venaient avec des arguments vraiment à la con, on peut le dire, du style « ouais, mais pas pour les maisons médicales parce qu'ils ne font pas du soin au chevet du patient ». Donc, soit ils ne connaissent pas du tout le modèle, soit ils prennent des arguments débiles pour essayer de ne pas soutenir les maisons médicales. Mais je pense que du coup, j'incite mes ex-collègues permanents politiques à reprendre contact avec les différents partis, mais surtout à aller chercher les Flamands qui doivent prendre eux-mêmes contact avec les partis flamands pour faire connaître le modèle, parce qu'il est encore très mal connu et très associé à toutes les caricatures qu'on connaît. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'avec le nouveau ministre, ça va aller beaucoup mieux. Je ne sais pas si ça peut éclairer. Mais... Merci Hélène. Effectivement, oui. Hein. On est à la fin du temps imparti. Je vois qu'Olivier, vous l'avez parlé, mais Olivier, tu as une chose qui dure 14 secondes à dire. Et Yann, ah oui, c'est malin, il y a des questions dans la salle maintenant. Olivier Montini. Non. Non, ça va, dit-il. Moi, je voulais peut-être encore juste une question de la salle. Oui. Et après, je voudrais encore dire quelque chose qui prendra 15 secondes. Chiche. Voilà, on va écouter Sébastien. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai une petite question par rapport à la résilience du système de santé, puisque je pense que la petite crise du Covid, c'est pas grand-chose par rapport à la crise environnementale qui va nous tomber dessus. On ne sait pas encore trop quand, mais a priori, tous les rapports le disent depuis 40 ans et ne sont pas écoutés par les politiques, en l'occurrence. Et donc, j'ai une question un peu peut-être qui va nous sortir de ça. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut prévoir une résilience du système de santé dans un déclin économique qui va s'annoncer? Donc, probablement que les moyens opérationnels, physiques vont être moindres qu'actuellement, etc. Donc, on a dit la qualité des soins en fonction de la connaissance actuelle scientifique. Alors, au niveau médical, c'est vrai, mais du coup, quid de tout le reste de la connaissance scientifique et comment est-ce qu'on va gérer ça quand on aura peut-être moins de pétrole à disposition, quand on pourra se déplacer moins loin, quand on aura moins d'appareils pour faire des examens, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet? Merci. Ça c'est vache comme question en 14 secondes, Sébastien. Et donc, d'abord, tu dois réagir en 13 secondes sur le nouveau gouvernement. Et puis, quid des crises à venir? Pétrole près du champagne, déclin écologique et technologies qui seront beaucoup moins accessibles. Thérèse? Je ne peux pas répondre en 13 secondes, c'est juste impossible. Mais oui, la question est tout à fait traitée également, notamment au sein de Beehive, de voir justement comment cette structuration territoriale peut aussi aider à réfléchir des systèmes de santé où on gaspille moins. Je dirais, c'est ça, une certaine préoccupation. Et donc, ça introduit la notion des soins à haute valeur ajoutée qui sont bien sûr négociés avec les différentes parties en présence. Mais quand on voit le gaspillage, et c'est le dernier point que je voulais évoquer, c'est la publication du livre de Rieder en néerlandais, Hoedsziek, l'année dernière, qui est traduit en français et qui paraîtra à la fin du mois d'octobre, qui offre justement à la fois une analyse du système de santé, mais aussi des pistes pour l'avenir qui prennent en compte ce genre de dimension également, est vraiment à recommander. Donc, le livre s'appelle en français « Au chevet des soins de santé », apparaître aux presses Mardaga. Donc, je peux certainement offrir un exemplaire à la Fédération Maison Médicale, vu que c'est nous qui avons financé la traduction. Et en plus, c'est toi qui nous fais des cadeaux. C'est très intéressé, hein. C'est pour espérer renforcer la collaboration aussi. Si tout le monde est content. J'entends ici dans la salle que la Fédération des maisons médicales contribue à la traduction du néerlandais vers le français. Oui, effectivement. Donc, oui, peut-être qu'on aura quand même déjà un exemplaire en plus du tien. Certainement. Alors, moi, je reçu qui sera dédicacé par Rieder.
Non pas qu'on s'approche de la fin de ton intervention, Thérèse, mais on l'a dépassé le temps. Et donc on va considérer qu'il n'y a plus de questions, même s'il y en a encore sans doute 12 000 qui sont à venir dans les têtes. On doit te remercier, Thérèse, vraiment. Et alors je vous propose de tous remettre votre micro et la photo Thérèse, ça vous fera bouger un petit peu, ça fera du bien. Merci encore, Thérèse.